Et c'est parti. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aimerais savoir si on m'entend bien et si on me voit bien. J'aurais juste besoin d'un petit sur le chat. N'hésitez pas à mettre un petit mot. Salut Laurent. Bonjour, bonjour Augustin, bonjour à tout le monde. Alors, il y en a qui sont en train de taper. Super. Alors, tout le monde m'entend. A Je suis sûr que priori, ça c'est marche. OK pour tout le monde. Nickel. Bon, bravo. Eh bien voilà, on est très nombreux aujourd'hui. C'est un webinaire qui était vachement attendu. Je suis content d'ailleurs de le savoir. C'est parce que c'est Laurent et moi qui l'animons, je crois. C'est surtout ça, plus que le sujet, Certainement. certainement. Bon, ben écoutez, on va faire on va passer une heure ensemble sur la communication. Il faut savoir que c'est un sujet qui est transversal dans tous les domaines finalement de l'entreprise, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau du recrutement, de la vente, que ce soit voilà, tout ce qui touche à l'entreprise, c'est de la communication, et en interne, en externe, et dans tous les sens, on va dire. Et donc, c'est toujours intéressant de se rappeler quelques basiques. Nous, avec Laurent, on va essayer de vous apporter un peu notre vision, bien entendu, toujours avec l'œil du consultant en RH. Et donc, voilà, je suis ravi de démarrer cette thématique avec vous aujourd'hui. Et j'en profite pour voir tout ce qui arrive, parce que ça arrive très très vite. On est plus de 60 déjà en ligne. Voilà. Bonjour à tout le monde. Et alors, la règle de base, c'est n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat. Et Laurent va également aussi les reprendre et on va en profiter pour échanger de cette manière-là. Laurent, on attaque? On y va? Allez, on attaque. Allez, c'est parti. Alors, je vais dérouler d'abord les deux premiers slides, puisqu'on va quand même tout d'abord présenter le cabinet. Vous le connaissez, le Florian Manson Institut, connu en tant que cabinet de conseil en recrutement depuis plus de 45 ans maintenant. On a dans nos services une palette très très large de tout ce qui va être service RH, donc recrutement, haut placement, formation et bilan de compétences, coaching et conseil RH. Donc on est vraiment sur tout ce qui a trait à l'humain. Hein. Nos équipes sont des spécialistes du conseil en ressources humaines sur toutes les thématiques humaines. Je me présente très vite, mais vous verrez, on vous enverra notre slide à la fin de notre webinaire. Donc, Augustin Valero, j'ai 48 ans. Je co-dirige le Florian Manson Institut maintenant depuis 2007, mais je suis consultant depuis 1999. Je suis associé avec Florian Manson et Loïc Douillère et je dirige le cabinet, bien entendu, avec eux. Et j'effectue de nombreuses missions de conseil en recrutement dans pas mal de domaines, toujours au niveau de l'encadrement. Donc, je suis plutôt généraliste avec pas mal de missions en ce moment dans tout ce qui va être immobilier et BTP. Ça fait partie des axes importants d'activité dans la région. Allez, Laurent, à toi. Laurent Bouzen, je suis un docteur en neurosciences qui a lâché les sciences pour aller vers le monde de l'entreprise et le monde du management et du recrutement en particulier. J'ai 49 ans, j'interviens pour le Florian Manson Institut depuis de nombreuses années. Je suis généraliste sur mon secteur et j'ai également, compte tenu de ma formation initiale, une casquette de spécialiste dans le recrutement santé. Ah, je crois que. Alors, moi, je t'ai bien entendu, mais d'après Philippe, ton son n'était pas terrible, un petit peu faible. Je m'excuse, Euh, en fait, j'ai un problème de connexion et je fais un partage de réseau avec mon téléphone portable. Alors, voilà, il se peut que par moment, il y ait des petits défauts de connexion. J'en suis désolé. Bon, mais Thierry dit qu'on entend très bien. Donc, écoutez, je pense que chacun a ses petites contraintes. Moi, je t'entends bien, Laurent, en tout cas, pas de souci. On va essayer d'avancer comme ça. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, deux choses importantes que je voudrais vous dire. Habituellement, lorsqu'on fait un webinar, on vous envoie par mail à la fin du webinaire la présentation et vous avez accès au replay. Ce que j'aimerais, c'est que si vous êtes tous d'accord, on fasse une sorte d'after, que l'on se retrouve. On vous enverra un petit lien sur LinkedIn pour nous retrouver. Et l'idée, c'est de prolonger donc cette discussion vous-même en échangeant à partir de ce lien qu'on vous enverra. Donc, vous pourrez vous connecter au travers de la page LinkedIn de Florian Manson Institut, mais aussi celle de Laurent et moi-même. L'idée, c'est vraiment de continuer les échanges et entre vous aussi. N'hésitez pas. Ceux qui ont des astuces, des choses qu'ils auraient aimé présenter, ben voilà, on va essayer de faire un petit after. J'espère que ça marchera et j'en suis certain même. Donc, première thématique, la communication en fait. Donc, on rentre dans le vif du sujet, Laurent, si tu veux bien. Ce qu'il faut Allez, savoir, c'est que allons-y.
la communication, c'est vraiment le centre vraiment de l'activité, en tout cas le centre névralgique de l'entreprise très souvent. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on va piloter, informer, prendre des décisions. Et donc, communiquer, c'est un mot qui paraît simple comme ça et qui est très sympathique, mais il demande quand même une certaine technicité. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à la base, la communication, c'est la transmission d'un message d'une personne à une autre. Toute la difficulté, et tu es d'accord avec moi, Laurent, réside dans le fait, c'est que cette transmission n'est pas toujours si évidente. Et ce qu'on pense avoir dit, eh bien, finalement, parfois, n'arrive pas à bon port. Si je te demande, Laurent, est-ce que tu as lu mon mail ce matin? Ton mail, quel mail? Le mail que je te demandais justement de... Ben voilà, tu vois, c'est exact. Oui. C'est l'exemple type, tu vois. Les mails sont un super outil de communication, mais c'est aussi un très mauvais outil de communication. La preuve en est, c'est que je suis obligé de demander à Laurent s'il a lu son mail ses mails ce matin. Donc, en tout cas, si le sujet était important et urgent, ben, c'est raté parce qu'il n'a pas eu le temps de le lire. Alors, quelqu'un demandait, ah oui, Laurent, je reviens sur Estelle qui dit quand on n'est pas premium, on peut parler sur LinkedIn. Si, mais vous verrez, c'est pas une vision en fait, c'est de l'échange, tout simplement. C'est sur les commentaires. Donc, ça sera avec l'usage classique de LinkedIn. Hop, on va continuer. Alors, quelques exemples que vous connaissez tous dans vos entreprises et qui concernent des problématiques auxquelles on est souvent confronté en matière de communication. J'ai l'exemple du client qui me dit « J'ai demandé que la réunion démarre à 9h et en fait, il manque 3 participants. J'ai tout mis dans le mail et mon message était quand même clair. » Ça, c'est quelque chose que vous connaissez forcément. C'est la 3e fois que je recadre M. Dupont et il ne comprend toujours pas. Ou alors nous étions d'accord que l'appel d'offres devait être finalisé et finalement c'est après que vous viendrez me voir. Donc voilà, ça c'est des choses classiques que l'on connaît et on se rend bien compte que on part du principe que notre message est clair et on pense qu'il arrive à bon port. Il y a plein de choses qui se passent entre-temps qui font que c'est pas une évidence. Laurent, n'hésite pas à me couper s'il y a des petites questions, des choses qui arrivent. Pas. Allez. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la communication? Le premier point, et le point le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, entre ce que je veux dire et ce que l'autre retient, il y a tout un monde. Et ce monde, on va essayer de l'aborder un petit peu et on va essayer de le comprendre et de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on le voit. Déjà, pour commencer, il y a forcément une perte d'information. Et la règle de départ, c'est que l'évidence, elle n'est pas si certaine. Ce que je dis semble clair, mais en réalité, l'autre n'a pas entendu. Je reviens sur le slide précédent. Voilà ce que je veux dire et ce que l'autre retient. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un décalage énorme et un écart énorme entre ce que je veux dire, il y a ce que je suis en train de penser que je veux dire, il y a ce que je dis vraiment avec mes compétences, avec mes mots, avec ma personnalité, il y a ce que l'autre entend. Entendre, c'est entendre, hein, c'est pas autre chose, c'est juste il a entendu. Il y a ce qu'il écoute, avec pareil, avec ses freins, avec ses compétences, ses outils à lui ou elle. Il y a ce qu'il comprend, et ça c'est très important aussi. On est toujours dans les thématiques, le filtre se complexifie. Il y a ce qu'il accepte et ce qu'il retient. Et donc forcément, entre ce que je veux dire, Laurent, et ce que je retiens et ce que l'autre retient, il y a tout un monde, n'est-ce pas? Oui, et pour faire le lien avec ce que tu vas dire dans un instant, là, c'est juste pour parler d'un seul canal, le canal verbal. Exactement. On pourrait dire, il y a ce que je montre, il y a ce que l'autre voit, il y a ce qu'il comprend aussi. Exactement. C'est pour ça qu'on va vous donner quelques outils maintenant pour que vous puissiez voir de quelle manière, en tout cas des petites astuces et des petits conseils sympas que vous garderez en tête et que vous pourrez expérimenter. Alors, comme vous le savez, la communication, c'est un émetteur et un récepteur. Et cet émetteur a ses propres difficultés d'expression. Il a aussi il y a des choses qu'il retient, qu'il ne dit pas, et le message va arriver à un récepteur qui, lui, peut avoir des différences culturelles, des préjugés, des émotions. Donc, tous les messages passent par ce filtre-là initial. Ok? On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans cela. Alors,
quand tu parles de canal, Laurent, tu es en train de me dire qu'il y a des différentes formes de canal pour envoyer un message, en fait. Il y a le canal verbal, hein, on est d'accord. C'est-à-dire la parole, ce que je suis en train de vous dire, mais je suis en train de le coupler, comme vous le voyez, par un canal visuel. Hein, et c'est ce qu'on appelle les canaux formels. Donc, si je vous dis, si cet échange que l'on a aujourd'hui se fait sous forme orale, sans visio, ben vous allez retenir une partie de l'information. En appuyant avec un deuxième canal, qui est le canal visuel, je m'assure que vous avez une autre source d'information qui va permettre à mon message d'arriver à bon port. En tout cas, augmenter les chances. Donc, ce sont les canaux formels. Alors, on va parler des canaux informels, c'est-à-dire c'est tout ce qui est non-verbal et ce qui est non dit. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, par exemple, une inférence, Laurent? J'ai une petite idée, mais tu vas nous l'expliquer. Écoute, une inférence, c'est tout simplement un jugement porté sur une observation. Ça veut dire que demain, si derrière ton écran, je vois un petit drapeau anglais avec une photo du Big Ben, en fait, je peux tirer des informations de cette observation. Et si tu es sur la photo, encore plus. Ok, je peux me dire, Laurent est allé en Angleterre. Ou je peux me dire, Laurent, peut-être que c'est un garçon qui parle anglais. Voilà, je tire des observations, d'une observation d'un jugement, et je fais une supposition. C'est ce qu'on appelle une inférence. Tu en déduis quelque chose. Je fais une déduction de quelque chose, voilà. Et cette chose, je la déduis à travers mes propres filtres. Tu vois? Donc, je suis sensible au voyage, mais peut-être qu'à ce moment-là, je vais anticiper quelque chose qui n'est pas vrai. En réalité, peut-être que tu n'es pas parti en voyage, c'est une photo que tu as prise quelque part avec un faux fond. Voilà. Je vois qu'il y a une petite remarque de la part de Jean-Christophe. Un commentaire, voilà. Ok. Donc oui, toujours dans le sens entre ce que je pense et ce que je veux dire. Bon, je vous laisse lire le petit commentaire de Jean-Christophe. Donc, tout ça pour vous dire que le choix du canal est capital. Hein. Selon le canal que vous allez utiliser, le message arrivera ou pas à bon port. Un petit schéma que vous pourrez reprendre et que vous pourrez offrir à vos amis, à vos enfants, vos conjoints, à qui vous voudrez. C'est intéressant parce qu'il résume bien la situation en fait. Nous avons d'une part un émetteur et nous avons un récepteur. La flèche la plus importante, vous l'avez compris, c'est la flèche rouge, puisqu'il y a une flèche qui va vers le récepteur, mais également aussi qui va du récepteur à l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est émis, mais obligatoirement, l'émetteur doit avoir un retour en face. Sinon, il n'y a pas de communication. Alors, le petit schéma nous montre un petit canal, et donc ce canal, c'est ce que je vous disais, il y a des canaux verbaux, des canaux non verbaux, visuels, oraux, un son est un canal en fait, une odeur est un canal. Hein. Il y a des spécialistes des parfums qui parfument les boutiques, les centres commerciaux. Voilà, c'est un canal de communication. Il y a un message qui vous est transmis. Voilà. Ce canal. Si j'ai bien compris, Augustin, là, le schéma que tu nous montres, c'est un peu un schéma d'école, un schéma scolaire. C'est purement théorique parce que dans la vraie vie, on ne devrait pas faire un seul canal. Dans la vraie vie, si j'ai bien compris, il devrait y avoir plusieurs canaux. En fait, ce canal que vous voyez là va contenir plusieurs canaux à l'intérieur. Tu as raison. Si tu veux. C'est pour ça que ce n'est pas une simple flèche. À l'intérieur, ce canal peut être emprunté par plusieurs véhicules. La parole, la vision. Tu comprends ce que je veux dire, Laurent? J'emprunte ce canal et j'utilise différents supports pour que le récepteur reçoive le message. Tu as tout à fait raison. Il y a plein de canaux et c'est très intéressant de se pencher là-dessus. Alors, il y a ce qu'on appelle... Je t'interromps encore, mais du coup, lorsque, par exemple, on envoie un mail, c'est plus compliqué d'exprimer vraiment des émotions que lorsqu'on est, par exemple, en face à face, ou en face à face, il y a le verbal, il y a le visuel, avec le verbal, avec l'intonation de la voix. Donc, ça peut expliquer pourquoi on a recours bien souvent dans les mails ou les textos aux émoticônes, là, les petits smileys en train de rire ou pleurer pour faire passer un peu l'émotion, parce que finalement, l'écrit, c'est compliqué. Hein. Alors, tu as tout à fait raison, Laurent, c'est exactement ça.
Un mail est un canal, et il est très clair, hein, c'est un canal écrit. Il a pour objet de transmettre un message à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que demain, si je t'envoie un mail, le message va arriver. Mais ce qui est clair, c'est que ce message, lorsque tu vas le recevoir, mais tu ne vas voir qu'une phrase, qu'une ligne, en fait. Peut-être qu'il y aura un bonjour, un au revoir, et encore, on sait bien souvent que les gens ne font pas toujours attention à ça. Et quand tu veux que ton message soit accompagné d'une émotion, d'un deuxième message, les émoticônes, justement, peuvent t'aider à cela. Et tu as raison. Parfois même, on te répond avec un simple smiley, hein, pour dire je suis content, merci. Voilà, ça, c'est un canal supplémentaire. Et on est d'accord, ça rend la communication beaucoup plus agréable. Il n'y a rien de plus riche et de plus D'ailleurs, sec que mail. à ce sujet, il y a Aurélie qui rebondit en disant qu'il faut vraiment apporter un grand soin dans les mails, car puis, ils peuvent vite donner l'impression qu'ils sont intrusifs, sans émotion. Et que du coup, la forme vraiment est très très importante dans la manière de communiquer. Ça va tellement vite, c'est tellement facile d'écrire vite fait un mail entre deux tâches, de répondre très rapidement à quelqu'un qu'on ne se rend pas compte, et elle a tout à fait raison Aurélie. Hein. Le mail est un formidable outil, il n'y a rien à dire. Hein. Ça nous a permis d'avancer, d'aller vite, mais à côté de ça, il est doué de toute humanité. Donc, faites l'effort de mettre un petit bonjour, d'avoir une attention particulière pour votre interlocuteur. Si c'est ce que vous souhaitez, il va être touché. Il va le ressentir. Voyez. Et donc, c'est pour ça que vraiment, ces émoticônes viennent ajouter des petites choses agréables au mail. Et je pense aussi que le mail n'est pas le seul canal. Parfois, on doit passer à autre chose. Laurent, parfois, je vois que ta caméra Alors, nous lâche un petit peu, mais c'est pas grave. il y a plein de commentaires. Hein. Allez, n'hésite pas. Philippe qui dit voilà, si les mails sont mal rédigés, ils peuvent tuer la communication dans une entreprise. Laurence nous dit ça peut parfois s'appeler la reformulation pour une communication orale aussi. Oui, on en parlait. Pierre, le problème de l'écrit, c'est qu'il peut donner à diverses interprétations. Ouais. Rien ne vaut l'oral. Gwenola nous dit la politesse, hein, il ne faut pas oublier la politesse de base qui est souvent manquante dans les mails. Et Gérald nous dit qu'un mail est rédigé dans l'émotion dans laquelle on est et ne permet pas de savoir dans quel état d'esprit se trouve le récepteur. C'est vrai, c'est un sens unique finalement. Ça ne prend jamais en compte l'état d'esprit du récepteur. Vous avez tout à fait raison. Donc, en tout cas, beaucoup de réactions hein, sur cette question des mails, parce que c'est vrai que c'est le quotidien dans beaucoup d'entreprises. En tout cas, je vois qu'ils écrivent bien, nos copains. Je vois que tout est plutôt bien écrit. Bravo, faites des efforts. Ah, Laurent, je ne te vois plus, mais c'est pas grave. Je t'entends bien, en tout cas, on t'entend. Bon, super. Allez, on va continuer. Donc, alors, deux points importants dans ce schéma. Vous voyez qu'est-ce qu'on appelle le référent. Le référent, finalement, c'est l'environnement du message. Si je te parle aujourd'hui à toi, Laurent, je suis dans un contexte, un webinaire pour moi est un environnement professionnel. Donc, j'ai un contexte qui est connu de nous deux et de notre audience aujourd'hui, des participants en fait. On est dans un environnement qui est reconnu. Voilà, le référent, c'est une conférence, une webconférence professionnelle. Et pour que ce référent fonctionne à 100%, il faut des codes. Alors les codes, qu'est-ce qu'il y a comme code? Nous avons des codes, on disait verbaux, des codes non verbaux, il y a des codes vestimentaires, il y a des codes formels, moins formels. Je m'exprime d'une certaine manière, je ne vous parle pas comme si j'étais dans la salle de sport avec mes copains, ou j'essaie d'avoir un langage le plus professionnel possible, le plus compréhensible, et j'essaie de faire en sorte que ce message arrive dans les codes que vous reconnaissez. Donc bien évidemment, le gros souci, c'est que très souvent, les gens n'ont pas les mêmes codes, et l'émetteur ne tient pas compte des codes des autres. Tu es d'accord avec moi, j'imagine? Tout à fait. Bon, là tu vois, je t'ai envoyé une question fermée, comme ça, moi je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres petites remarques. Il y a des réactions, notamment de Thierry, quel que soit le canal utilisé, une bonne communication passe par le respect des préférences du récepteur. Oui. Certains sont sur la forme, d'autres seront plutôt sur le fond.
C'est vrai. Dominique dit, parlons aussi de la communication interculturelle dans les entreprises multinationales ou œuvrant à Ah. l'export. Effectivement, ça c'est tout un, j'allais dire, c'est presque toute une vision qu'on pourrait consacrer à ce sujet-là. Ah ben, j'imagine que c'est le cas typique des réunions, tu vois, qui ont lieu entre deux pays en visio. Ben, tu prends les Français, tu prends les Allemands. Tu peux être sûr que si la réunion doit démarrer à 9h, à 9h, elle démarre en Allemagne, tu vois. Chez nous, c'est pas sûr. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais. On a participé avec le MEDEF de Montpellier à une convention, enfin, une réunion internationale franco-allemande, et on en parlait avec les équipes. Les Allemands sont à l'heure, et quand la réunion démarre à 9h, elle démarre à 9h, elle ne démarre pas à 9h02, quoi. Donc la porte est fermée à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est le côté interculturel qui est super important aussi. Ouais. Philippe nous dit, pose une question très judicieuse. Il se demande si parfois l'envoi de mails en interne ne devrait pas se limiter uniquement à la transmission très factuelle de chiffres, de données, d'informations objectives et exclure, alors là je prolonge sa pensée, mais exclure vraiment tout ce qui peut être du registre émotionnel ou voilà, que ce soit très très factuel. Alors oui, c'est une bonne idée. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que tout le monde l'a compris, ça, dans l'entreprise. Il faut que les règles soient claires, les règles de communication, le référent, en fait, commun à tous, soit le même. Si on décide dans ce cas-là, on adopte une règle en interne en disant, dans ma société, si je t'envoie un mail, c'est pour évoquer avec toi des sujets très précis, te transmettre des tableaux, des compléments d'informations, mais je t'enverrai pas un mail pour te dire appelle-moi, quoi. Voilà. Si je dois t'appeler, je t'appelle. Je suis d'accord, c'est des règles du jeu à adopter. Le mail, je vous dis encore une fois, c'est un super outil, hein, mais on se rend compte, et là, vous l'avez vu avec le Covid et cette période de confinement, on l'a utilisé à toutes les sauces, quoi. Parfois, ça vaut peut-être le coup de passer un petit coup de fil ou de faire une visio, en fait. Alors, Augustin, moi j'ai une question qui reprend finalement un commentaire. Alors, j'essaye de retrouver dans le fil. Voilà. Pierre qui nous dit il y a beaucoup de mails qu'on reçoit qui ne nous concernent pas, d'où une pollution de nos boîtes mail. Et j'ai eu un autre commentaire où on nous dit que finalement, il y a une peur de manquer d'informations. Et du coup, est-ce que ces mails, l'inconvénient des mails, alors on sait les avantages, mais l'inconvénient des mails, du coup, c'est d'être noyé sous l'information, une information des fois non pertinente, mais quelque part on veut se mettre à couvert en disant bon, ben voilà, il a l'info, il est au courant, et du coup on a trop d'infos. C'est réglé. Moi j'ai envoyé le mail, c'est fait. Débrouille-toi. C'est ça. Bien et sûr. puis trop d'infos, c'est l'info, parce qu'on est Oui. submergé par des mails qui ne sont pas nécessairement indispensables. Oui. Alors, on est en train de faire le procès des mails, mais c'est vrai, c'est un mauvais usage d'un canal de communication. Et malheureusement, il devient parfois un peu trop exclusif. Et oui, on est noyé de mails. Bon, il y a une règle, hein, c'est simple, c'est un mail. Comment est-ce que je trie un mail? Soit il est important, soit s'il est important, je le garde de côté. Si c'est urgent, je le lis rapidement, mais s'il est ni important ni urgent, je le vire. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Un mail peut vous informer, peut vous donner beaucoup d'informations, vous permettre de communiquer. Mais encore une fois, c'est un référent qui correspond à un environnement spécifique. Et c'est un canal. Le mail n'est qu'un canal. Et ça ne peut pas être le seul outil. Et en plus, dans le mail, il y a la façon dont on écrit, la politesse, les règles de politesse, les aspects les sentimentaux. Et en effet, si on part du principe qu'il n'y a aucun sentiment autour du mail, aucune humanité, il n'y a pas de problème. Mais il faut en être d'accord tous ensemble. Oui, c'est un commentaire d'ailleurs qui vient d'être indiqué. Hein. C'est la maîtrise aussi, hein, la maîtrise de la langue. Hein. La problématique du courriel est liée directement aussi avec la mauvaise maîtrise du français et donc de l'écrit. Il n'y a qu'à voir les fautes sur les mails. Alors, je te laisse continuer. On va avancer parce que sinon on va se le faire le mail, tu vas voir. Exactement. Bon, donc ce qui est important, donc déjà pour commencer, c'est que ce que vous devez savoir, et ça c'est le slide que je vous présente maintenant en fait, c'est être efficace dans sa communication, c'est tout d'abord émettre un message clair qui emprunte le bon code et le bon canal, et c'est également aussi, et c'est très très important, écouter pour analyser le retour.
Alors pour cela, je vais vous proposer maintenant de prendre un petit peu de... On va parler des préjugés aussi hein, dans la communication. Beaucoup de gens te disent, ouais, mais finalement, ce qui est important, c'est de donner beaucoup d'informations. C'est d'occuper l'espace et que les gens soient concentrés sur ce qu'on dit. Oui, c'est vrai, mais pour moi, faire du bruit, passer en force, occuper l'espace n'a aucun intérêt. À un moment donné, il faut être capable aussi parfois de se dire j'en donne trop là, je donne beaucoup trop d'informations. Et ça, c'est un élément qu'il faut absolument retenir. La personne que vous avez en face ne retient pas tout, et vous pourriez même lui faire peur. Exemple numéro 1, et là vous l'avez dans ce slide, si l'affaire est conclue, c'est pas la peine d'en rajouter. Ne vous enfoncez pas, n'en rajoutez pas, maîtrisez-vous au moment de vous dire, je ne peux pas m'empêcher de dire que. Hein, donc ça, c'est des choses qui n'ont plus aucun sens. Si vous avez réussi votre négo et que le client a dit oui, on arrête là, merci, au revoir, à la prochaine. Pareil, en réunion, il y a quelque chose que j'aimerais que vous testiez aussi, c'est se taire et écouter. Quand on pose une question et qu'on a été précis, quand on a fait une explication, donnez le temps aux autres de digérer et arrêtez-vous de parler pour voir un peu de quelle manière ils réagissent. Hein. Donc, n'hésitez pas à écouter, à donner de l'importance à ce que vous disent les autres, à être précis bien entendu et à gérer les silences. Ça, c'est quelque chose de très sympa à faire, moi, je pense. Qu'est-ce que tu en penses des silences, Laurent? Non, ça fait partie de... C'est quoi un silence pour toi? Ben, pour moi, le silence, c'est tout aussi porteur d'informations qu'un message verbal extrêmement riche. Un silence, pour moi, c'est de l'information. Ça veut dire quelque chose. C'est un message, en fait. Surtout bien placé, exactement. Ben ouais, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien cette idée comme quoi un silence est aussi un message. Je trouve ça super intéressant. Et donc, quand vous savez ça, vous allez voir les silences autrement. Parfois, vous savez, les gens, il faut qu'ils parlent parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de silence. Ils ont du mal avec ça. Il faut savoir se poser et écouter en silence, justement. Il y a un joli commentaire. Le silence est une respiration nécessaire. Et je trouve que c'est bien formulé. C'est ça. Et ça permet de respirer, mais de laisser aussi l'autre respirer. Ouais. Je crois que ça aussi, c'est important. C'est tout à fait ça. J'aime bien la notion de respiration en plus parce que du coup, tu te retrouves avec l'idée que je respire, j'oxygène mon cerveau, donc je réfléchis mieux, quoi. Tu vois, je suis pas en train de perdre mon souffle. Non, c'est bien, c'est une belle intervention. Alors, on va avancer un petit peu plus dans notre présentation et j'aime bien ce schéma parce qu'il résume pas mal les choses. Alors, on part un petit peu vers ton monde à toi, Laurent, c'est les neurosciences. Il faut savoir que Laurent est docteur en neurosciences, donc c'est un sujet en plus qui est passionnant et qui touche tellement à la communication et touche tellement aux ressources humaines que voilà, je pense qu'il était important d'en parler, d'évoquer quelques petites choses comme ça. Donc tout d'abord, quand vous communiquez, en fait, il ne faut pas oublier qu'on part du principe, hein, et ça c'est une hypothèse, qu'il faut parler à 3 cerveaux, en fait. Le premier cerveau est le cerveau limbique, celui des émotions, en fait. Le deuxième, c'est le cerveau cartésien, donc qui est plus dans tout ce qui est factuel. Et puis après, vous avez le reptilien, qui est le cerveau plus spontané, plus lié à votre inconscient, quelque part. Hein. Et donc, pour envoyer un message, notre conseil, c'est tout d'abord de commencer par créer une émotion. Alors, qu'est-ce que c'est que créer une émotion? Créer une émotion, c'est planter le décor. C'est utiliser un mot fort, c'est mettre une vidéo, c'est créer une ambiance qui va vous toucher, qui va toucher vos interlocuteurs. Vous débarquez pas et vous envoyez pas votre discours de manière monocorde. Non, non. Là, vous créez quelque chose, un environnement, et là, vous touchez l'aspect humain. Je prends un exemple. Vous voyez très souvent les pubs à la télé. Beaucoup de pubs attaquent par une émotion. En fait, elles créent chez vous une émotion. Ah, Augustin, je t'ai perdu. Alors, je sais pas si Retiens très fort. c'est ma connexion. Alors. Moi, de mon côté, j'ai eu un problème de connexion, mais est-ce que c'est tout le monde?
Oui, il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Alors, on va... Voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire, c'est-à-dire il s'est déconnecté pour se reconnecter. Ah ouais. Normalement, ça devrait mieux marcher. Là moi, je t'entends et je pense Ouais, que c'est c'est bon. bon. Écoutez, j'ai plein de petits boutons rouges qui s'allument. Attention. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est le live, hein. C'est comme ça, hein. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Pourtant, j'ai une bonne connexion là, habituellement, mais malheureusement, bon, on a eu un petit bug. Merci d'être resté, de ne pas m'avoir lâché. C'est sympa. Bon, c'est bien d'être à deux pour ces choses-là, tu vois. Pour que le message passe, on a intérêt à être à deux. Donc, je reviens sur cette histoire de cerveau. Donc, le premier cerveau est donc le cerveau limbique, celui des émotions. Donc, très, très important. Et les pubs, souvent, comme je vous disais, attaquent par une émotion, quoi. Deuxième cerveau, et c'est le deuxième aspect du message, donc on commence par une émotion, mais après, il faut être factuel. C'est-à-dire qu'il faut être clair et précis dans ce que l'on dit. On doit prendre vraiment le temps de préparer ses communications, préparer ses messages. Et donc, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient factuels, qu'ils parlent au cerveau cartésien, celui qui pèse le pour et le contre, en fait. C'est un peu ça, hein, Laurent? C'est exactement ça, et tu en as donné une parfaite illustration par le coup de théâtre de ton départ. Tu as créé une émotion ah ouais. dans l'auditoire. Hein. D'ailleurs, tout le monde l'a relevé. Hein. Jean-Philippe nous dit Augustin a créé de l'émotion. Quel pro. Voilà, donc tu as créé l'émotion, tout était calculé, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc tu as créé l'émotion, et donc tu as capté notre attention. Et là maintenant, pour peu que voilà, ce que tu déroules soit très cartésien, vous allez vous en souvenir. Bien intégré. Ouais. Voilà. En fait, j'ai fait exprès, j'ai créé le besoin, tu vois. J'ai créé l'absence. Exactement. Une absence, un message. Ouais. Oui, pour reprendre ces trois composantes, oui, effectivement, bon, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Alors, l'émotion, c'est l'affect, hein, voilà. Le côté factuel, c'est le côté cognitif, hein, la cognition, la réflexion, le raisonnement. Et le cerveau reptilien, c'est le conatif, c'est-à-dire c'est l'instinct. Et effectivement, les publicités et toute communication qui aura pour but vraiment un ancrage, hein, une publicité, le but c'est d'ancrer la marque dans la mémoire, hein, des consommateurs. On va jouer sur l'émotionnel. Et puis après, tout ça en fait c'est interlié, hein. Tout ça ça communique. Ça va Parce ensemble. qu'à partir d'une émotion, ça en marketing, hein, on le sait bien, à partir de peut-être d'un achat impulsif, émotionnel, il peut derrière y avoir du cartésien en disant voilà, mais finalement je l'ai acheté sur un coup de cœur, mais effectivement c'est quelque chose qui me plaît parce que ça correspond à mes besoins. Et donc après il y aura le cognitif qui viendra derrière l'émotionnel. Ou des fois il y a des gens qui vont communiquer plus sur du cognitif, avec des faits, et moi, c'est par exemple les campagnes du gouvernement sur le besoin de vacciner, où là, on va afficher, hein, des chiffres, chiffres à l'appui, hein, en disant, voyez, regardez, c'est important, les statistiques, etc. Là, on est plus sur un versant cognitif et un peu factuel. moins sur de l'émotionnel. Quoique, il joue également sur tous les aspects. Enfin voilà, donc... Philippe a fait une remarque intéressante, il dit le poids des mots, le choc des photos. Ben oui, tu vois, c'est le message. C'est ça. On est dans cette approche-là. Donc, toujours essayer de respecter cet ordre-là pour passer un message. Je crée une émotion, je suis factuel, et enfin, je rassure, parce que la nouveauté fait toujours peur. Tu sais que si je dois, par exemple, annoncer à mon équipe qu'il va y avoir une réorganisation dans mon service, j'ai intérêt à créer un environnement qui crée une émotion positive. On va peut-être tous se poser dans la salle de réunion. Je vais peut-être pas faire ça au milieu dans un endroit totalement informel ou dépourvu de sens. On va se poser, je vais présenter les choses, je vais créer une émotion, on va dire un peu grave, mais aussi rassurante. Derrière, je vais être factuel, je vais expliquer les choses, et enfin, je vais rassurer. Je vais dire, face à la nouveauté, parce que je sais que face à la nouveauté, la résistance au changement, c'est quelque chose de naturel chez nous. Hein. On a souvent plus peur de ce qu'on va
de ce qu'on risque de perdre que ce qu'on risque de gagner. Tu vois, le poids de ce qu'on risque de perdre est toujours plus important que le poids, en tout cas, selon nous de manière générale, de ce qu'on risque de gagner. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je vais perdre, mais je ne sais pas encore exactement ce que je vais gagner. Voilà, tu as tout compris. Et ça, c'est une croyance oui. qui est bien ancrée chez nous, en fait. Donc, compliqué hein, dans l'entreprise de dire après à ses collaborateurs, allez, on va tout reprendre de zéro, hein, on va faire autrement. Ça fait peur. Donc, on est là donc pour rassurer. Et donc, ce troisième cerveau, qui est le cerveau reptilien, celui qui se met en sécurité par nature, parce qu'il marche à l'instinct, parce qu'il est fait de votre culture, de votre expérience, de ce que vous avez vécu, mais on va le rassurer et lui permettre d'accepter finalement le message. Ok? Allez, on continue. Si tu as d'autres remarques, n'hésite pas. On va continuer. Alors, rapidement, je vous mets ça en avant. Ce slide est intéressant parce qu'en fait, il va vous expliquer que pour mieux communiquer, il ne faut pas être centré sur soi. Ça, vous le savez tous. Aujourd'hui, quand je communique, j'observe. Je ne suis pas juste en train de vous balancer sur le canal de ma voix une information. Alors, et pour cela, ce que nous, on préconise, c'est d'avoir différentes attitudes. C'est-à-dire qu'il faut écouter et être acteur de notre propre communication. D'accord? Donc aujourd'hui, la première attitude que l'on doit avoir quand on communique, c'est une attitude d'enquête. L'enquête, c'est quoi? C'est récolter des indices, des informations, poser des questions, retourner à la source de l'information. Quand je suis en réunion avec vous, quoi qu'il en soit, là, je regarde Laurent, je regarde nos slides, et puis je vois le chat, donc j'enquête un petit peu, j'essaie de sonder un peu l'ambiance de ce qui se passe dans notre communication, là. Donc, je sais que vous êtes très nombreux à m'écouter, donc je vois les statistiques, je suis en train d'enquêter un peu pour voir si ce que je dis passe. C'est très important, et ça marche. Je t'interromps, oui. Et pour aller complètement dans ton sens, qui n'a jamais connu cette situation de devoir parler en public et chercher un regard? Et ça, c'est exactement ce que tu décris, l'enquête, c'est-à-dire, et par le regard, essayer de voir si l'autre comprend, si l'autre suit, et qui n'a pas été réconforté, rassuré par un petit hochement de tête ou par un regard qui montrait que voilà, ce qu'on disait était compris, était assimilé. Et souvent, on se raccroche comme ça à des regards, et c'est ça, c'est exactement ça, cette situation d'enquête, pour essayer de percevoir comment l'auditoire comprend et réagit à ce qu'on dit. Tu sais, je parle même de ma propre expérience, hein, on évolue tous dans la prise de parole. Et donc, très souvent, quand on est très timide, on est centré sur soi. On est en train de se regarder soi-même. Alors que dès que l'on commence à faire plusieurs choses en même temps, j'ai une communication que j'ai préparée, je vous la livre avec différents canaux, j'essaie de jauger l'ambiance, de voir je me raccroche à un regard, j'occupe mon esprit autrement en fait. Et donc déjà cette timidité, tu vois, elle disparaît parce que je m'approprie une technique en fait. Et donc voilà, être centré sur soi, c'est vraiment un frein dans la communication parce qu'on s'auto-évalue en fait et on est centré sur ses propres erreurs et non pas sur quelque part la joie de vous livrer un message, tu vois. Donc c'est une attitude qui et l'enquête aide beaucoup à réduire cela. On va chercher de l'information, ça c'est très très important. Donc c'est pas parce que je vous parle que je suis pas en train d'enquêter et récupérer des infos. Ok. Il y a l'autre attitude qui est l'attitude d'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attitude d'écoute? C'est tout simplement, c'est prendre le temps d'écouter l'autre. Voilà. Quand je suis en discussion, en négociation, quand j'achète, quand je vends, quand je explique, quand je pilote, il y a toujours une part très très importante dans l'écoute. Tu es d'accord avec moi? C'est un gros problème de la communication, ça. Tout à fait. D'où la nécessité je reviens au silence. Hein. C'est important aussi, c'est-à-dire que à un moment donné, faire des silences pour que la personne écoute réellement, c'est-à-dire elle entend et le temps de silence, elle permet d'intégrer ça et de faire sien en fait le message. C'est important de laisser et de ne pas abreuver comme ça, sinon la personne elle entend mais elle n'écoute pas vraiment. On est d'accord. Donc, deuxième attitude, l'écoute. Troisième attitude, mais vous la connaissez tous, parce que c'est le mot
qui est certainement un des mots les plus importants en ressources humaines, c'est l'empathie en fait. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, avec ses codes, avec ses référents, avec ses contraintes, avec ses attentes. Ce que je dis n'est pas évident parce que l'autre va le recevoir à sa façon. Et si je ne fais pas l'effort de me mettre à sa place, je ne serai jamais à mesure d'améliorer mes messages. Qu'est-ce que tu es prêt à recevoir, en fait, quelque part, tu vois? Il faudrait presque que, j'avais vu ça dans une vidéo, il faut que, à chaque fois que j'envoie un message, j'ai une note de la part de la personne qui me répond, qui le reçoit, qu'elle note de 1 à 10, et que je sache, si je suis un 9, qu'est-ce qui me manquait pour être à 10, quoi, tu vois? Mais en tout cas, l'empathie, c'est vraiment s'intéresser à l'autre, parce que le message que je vais lui livrer n'aura aucun sens s'il n'est pas prêt à le recevoir, clairement. Donc ça, c'est pour l'empathie. Excusez-moi, mais ça fait un peu écho à aussi de la communication non violente, parce que si tu es dans l'empathie, tu es aussi dans ce que l'autre va percevoir. Bien sûr. Tu n'es pas dans de l'agression. Je prends un exemple. Hein. On est au bureau tous les deux en train de travailler, et puis j'ai besoin d'expliquer quelque chose rapidement à mon assistante ou à un autre collaborateur. Et je vois qu'à ce moment-là, cette personne est occupée. Elle est concentrée, elle est en train de faire quelque chose. Mais avoir de l'empathie, c'est de ne pas débarquer dans son bureau en disant, parce que je suis le chef quand même, c'est de pas débarquer en disant, écoute, il faut rapidement, il faut qu'à 11h, tu m'aies donné ce dossier. Ou je veux que tu arrêtes ton travail, parce qu'il y a quelque chose qui est très important à faire maintenant, en fait. Alors, si c'est vraiment important, et que je ne fais pas preuve d'empathie, je ne vais pas y arriver. En revanche, peut-être que je peux attendre qu'il termine son coup de fil, je ne l'interromps pas, et je me mets à sa place pour savoir à quel moment cette personne va être la mieux en cas de recevoir mon message, tu vois. Je prends le temps de... Parce que cette urgence, je suis sûr qu'on n'est pas à 5 minutes près, quoi. On peut lui permettre de souffler et lui expliquer les choses, tu vois. C'est ça aussi, quoi. Avoir de l'empathie, c'est ne pas livrer les choses au mauvais moment. Je sais que quelqu'un est plutôt anxieux, et si je vais le voir pour le recadrer de manière un peu directe, à chaud comme ça, j'ai plutôt intérêt à lui dire, écoute, viens dans mon bureau, on va parler 2 minutes, tu vois. Je crée des conditions qui vont lui permettre de recevoir l'information, pas dans la panique. Sinon, c'est que je n'ai pas été bon. Ok. La troisième, la facilitation. Ben, c'est un peu aussi lié à l'attitude, c'est donner la possibilité à l'autre de comprendre, en fait. C'est le mettre dans des conditions qui vont lui permettre de bien comprendre ce que je suis en train de dire, avec des outils, avec des méthodes, avec des accès à la communication, les bons codes, les bons référents. Donc c'est un petit peu une attitude qui permet de quelque part de faciliter l'écoute de l'autre, les conditions qui font qu'il va bien recevoir. Il y a l'attitude de respect. Bon, celle-là, on la connaît tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer avec quelqu'un si on ne part pas du principe qu'il a le droit de ne pas être d'accord avec nous. Tu vois, c'est essentiel. Et le problème, c'est que très souvent, on peut passer en force. Ça veut dire qu'il faut un peu travailler sur son ego aussi. Hein. Ah, ça, c'est. Je crois que. Franchement, on est obligé de le faire tous au quotidien. On a tous notre petit ego et on a vraiment besoin de faire attention à cela, le respect. Parce que sinon, on est dans nos émotions et là, ça va. Alors, est-ce que c'est général? Nos émotions. Coupure, oui, Augustin, on t'a perdu, mais ça y est. Tu es revenu. Et c'est peut-être l'orage, je ne sais pas ce qui se passe là. Bon. Oui, certainement. En tout cas, c'est riche en émotions. Je vous fais des petites peurs. C'est riche en émotions. C'est bon. Bon, c'est sympa. C'est bizarre. On a la fibre ici, hein, on est bien, mais bon, tu vois, comme quoi, la technique. Bon. Ah ouais, non, mais en fait, on ménage du suspense. On ne sait pas comment on va arriver. Et si on va arriver jusqu'à la fin. Allez, petit quart d'heure, on y est là. On y est. Alors, dernière attitude très importante, le contrôle. Alors, qu'est-ce que le contrôle? C'est ce qui me permet de m'assurer que l'autre a bien compris. Alors, on va voir quelques techniques tout à l'heure, mais quand tu me fais comme ça avec ta tête, tu vois, c'est que je suis en train de voir que tu as compris ce que je suis en train de te dire. En tout cas, tu m'as envoyé un message. Je ne sais pas si tu as compris, hein. Tu m'as envoyé un message comme quoi tu es avec moi, déjà. Voilà. Tu vois? Donc ça, c'est très, très important. Le contrôle. Vérifiez bien. Je t'envoie un mail.
c'est vraiment la pire des manières de contrôler quelque chose. Je pars du principe que c'est fait, que c'est clair, que c'est le bon canal, alors qu'en fait, non. Ok, j'ai aucun moyen de contrôle. Si les accusés de réception, ça veut dire qu'il a ouvert la pièce. Hein. C'est tout. Ça veut pas dire que la personne a consulté le message. Et ça a été ouvert. Voilà. Et puis, moi, très souvent, d'ailleurs, je renvoie jamais les confirmations. J'aime pas trop. Voilà. Alors, on va continuer sur toujours les techniques de communication. Quand on veut favoriser l'échange, et même quand on est en train de présenter quelque chose, on a le droit de poser des questions à l'auditoire. Il y a des questions à poser. Il y a des différentes techniques de questions à poser. Alors, c'est pas le bon canal, c'est ça, j'ai entendu, j'ai lu quelque part là. Bon, je sais pas. Tu me diras s'il y a des petites remarques intéressantes. Bon. Oui, non, mais là c'était surtout, je pense, par rapport à la coupure. Ah ouais. Mais c'était un silence, hein, vous avez vu? Ça vous a permis on a géré un silence. Allez, on va le prendre comme ça. Voilà. Autre slide intéressant. Donc, bon, quels sont les types de questions qu'il faut poser pour faciliter? Nous avons les questions ouvertes. Alors, Laurent, les questions ouvertes, c'est les questions qui nous permettent d'ouvrir le débat et non pas de le clore. Si je veux avoir ton avis, avoir des informations complémentaires, j'ai intérêt à te demander ce que tu penses par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu vois, j'ai la remarque au bureau, on est 10 en réunion, puis j'ai le typique râleur qui dit, de toute façon, ça ne marche pas, on ne va pas y arriver. OK, qu'est-ce que tu proposes? Tu vois? Et là, on va le solliciter. On va l'aider à réfléchir et à rentrer dans la communication. A contrario, j'ai les questions fermées. Alors celles-là, elles me servent plutôt à fermer la discussion, à clôturer quelque chose, tu vois, ou avoir un accord ou un désaccord définitif. Tu as bien compris ce que je veux dire, Laurent? Ça sera oui ou non, quoi, tu vois. Si tu me dis oui, je pars du principe que c'est oui. Pour terminer une réunion, j'ai intérêt à plutôt poser des questions fermées, de manière à ce qu'on puisse aller jusqu'au bout et quitter la réunion, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vois, là, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, les questions fermées, comme leur nom l'indique, elles enferment et elles figent dans une position. Alors, tout à fait. Et il faut savoir s'en servir de ces questions, en fait. Hein. Il faut essayer de les expérimenter. Et c'est pour obtenir vraiment une réponse. Et comme tu dis, ça fige, ça arrête la discussion et la position. OK? Alors, c'est peut-être pour ça, je fais une parenthèse, c'est peut-être pour ça que les politiques, quels qu'ils soient, ont du mal à répondre aux questions fermées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, lorsqu'il y a une question qui est fermée, qui nécessite un oui ou un non, ça va être oui, non, mais c'est plus compliqué que ça. Ne simplifiez pas à outrance. Oui, mais répondez à la question. Non, mais c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, ça fige, et une fois que quelque chose est dit, après, c'est dur de revenir en arrière. C'est bien ça. C'est ça. C'est ferme. On ne reviendra plus en arrière. Je suis d'accord avec toi, Laurent. Ah, là, j'ai perdu Laurent. Mais j'ai ta voix, ça va. Bon, moi, je suis toujours là. C'est ça fige et c'est compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut en faire un bon usage. Une fois que quelqu'un vous a dit non et que vous ne le maîtrisez pas, ça va être dur de revenir en arrière. Hein. Je vous ai dit non, c'est non. Alors, vous avez les questions alternatives. Celles-là, elles sont quand même très sympas parce que, alors, c'est pas de la manipulation, hein, attention, mais elles permettent quand même d'influencer un petit peu la personne que l'on a en face. Je prends l'exemple de quelqu'un que je veux rencontrer, d'un client, d'un fournisseur, et que cette personne est totalement débordée. Je peux lui demander une question ouverte. Quand est-ce que vous seriez disponible? Ils vont me dire, je ne suis pas disponible de toute la semaine, c'est pas la peine. Ou alors, est-ce que vous êtes disponible? Ils vont me dire oui ou non. Et là, c'est foutu. Mais en revanche, si je lui dis, ça tombe bien, la semaine prochaine, je passe toute la semaine à Montpellier, vous préférez que je vienne mardi ou mercredi? Là, par contre, je suis en train de proposer une alternative et c'est intéressant parce que je donne un choix, en fait. Tu comprends? Quand tu donnes un choix à quelqu'un, ben, tu vas l'engager plus facilement. Donc ça, c'est des questions super sympas qui permettent d'avoir différentes réponses par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. On parle de la reformulation écho, si vous voulez. Alors, tout simplement, c'est une façon de montrer à l'autre qu'on a bien compris, c'est-à-dire qu'on répète exactement la même chose quasiment, avec une reformulation. Si j'ai bien compris,
ton problème, c'est que, on en parlait tout à l'heure, Laurent, quelqu'un qui vous dirait, j'en ai marre de ce boulot, j'ai envie de partir. Mais la reformulation, ce serait, bon, si j'ai bien compris, t'en peux plus, t'as envie de quitter l'entreprise. Tu vois, ça c'est la reformulation écho. Ça permet de indiquer à l'autre qu'on l'a bien compris. D'autres remarques? On continue? Non, il Ça va? commence à y avoir des gens qui sont obligés de partir. Ah, Donc, voilà, il nous manque 10 minutes. des Voilà. minutes, on a fini, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Deuxième, avant-dernière technique intéressante, c'est la reformulation inductive. Ça vous permet de, de déduire quelque chose, en fait. Je prends l'exemple de notre collaborateur qui dit, moi, j'en peux plus, je veux quitter. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez quitter. La reformulation inductive, elle induit quelque chose. C'est parce que l'ambiance dans l'entreprise n'est pas bonne que vous voulez quitter? Tu vois, Laurent? Là, on est vraiment on est en train de chercher déjà des raisons à cette décision. On est en train d'induire quelque chose. Quelqu'un qui n'y arrive pas. J'arrive plus, je perds mon temps, je peux dire derrière, donc vous me dites que vous perdez votre temps, reformulation écho, inductif, je dirais, est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes d'organisation que vous perdez votre temps? Tu vois, on est là dans un sujet qui est un petit peu Oui, manipulateur, quoi. est-ce que vous savez pourquoi vous avez cette impression de perdre votre temps? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que vous pensez perdre votre temps? Ça, c'est une Voilà, question ouverte. Ouais, on va chercher vraiment les raisons ou les conséquences. c'est ça. Et si j'ai ma petite idée, ben, je fais une question inductive, je déduis quelque chose, en fait. Et enfin, le silence. Ben, ça, on en a parlé. Et comme notre réunion doit prendre fin bientôt, je ne vais pas tarder à me taire et à faire parler le silence. Allez, je passe très vite. Donc, l'attitude, bon, globalement, ce qu'il faut, c'est être attentif. Il faut écouter, se rendre disponible. N'oubliez pas que communiquer, c'est aussi recevoir. Et c'est peut-être ça le plus important. Bien préparer son travail. N'oubliez pas aussi, lorsque vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, l'écoute active. Elle va l'aider aussi. Hein. Parler, je comprends, oui, bien sûr. Vous voyez, ce sont des petites techniques qui permettent de garder la connexion avec l'autre. Notez toujours des points essentiels et surtout, posez des questions. Aujourd'hui, quand vous communiquez à votre équipe, à des amis, à un fournisseur ou autre, vous n'êtes pas là que pour déballer une information. N'hésitez pas à poser des questions pour justement aller au bout de votre raisonnement. OK? Il y a un commentaire juste que je souligne qui est intéressant, celui de Luce, nous disant attention à la reformulation. Certains la pratiquent de façon systématique. C'est épuisant pour l'interlocuteur. Et c'est vrai que si c'est à outrance, bon, on n'avance pas dans la communication non plus. Hein. Communiquer, c'est faciliter. Hein. On est là pour aider à ce que le message arrive. Si la reformulation est trop lourde, c'est qu'on est en train de rater sa communication. On est d'accord. Et il y a ceux qui aiment bien répéter ce que les autres ont dit 30 fois pour montrer que Oui. bon, ça, c'est des parasites. Bon. Alors, nous avons donc, pour terminer, donc, attention au jugement. Hein, ne portons pas de jugement, faisons gaffe à nos propres inférences. Notre culture, nos codes, ce sont les nôtres. Attention, voilà, je ne porte pas de jugement sur un fait que j'ai observé. Je récolte de l'information avant de me faire mon propre avis. Toujours pareil, ne pas interrompre l'autre. Je passe rapidement là-dessus. On parle de reformulation. C'est aussi c'est comprendre la raison pour laquelle votre interlocuteur vous contacte, vous téléphone. Essayez de vous mettre vous-même en écoute active quand vous êtes avec quelqu'un et respectez 2 tiers en fait, 2 tiers d'écoute et 1 tiers d'intervention, toujours. Je vais finir vite pour vous laisser reprendre vos activités. J'attends de vous 2 choses. Alors, premièrement, j'aimerais donc qu'on se retrouve sur LinkedIn. Vous allez recevoir un lien et n'hésitez pas à apporter vos propres idées, vos propres comment dire, vos propres astuces. Ça sera l'occasion de les partager avec tous et de faire une sorte d'after qui sera prolongé. Et si vraiment vous appréciez nos webinars, sachez que on aime bien le faire savoir et que j'ai besoin de communiquer dessus au travers de Google. Donc vous recevrez un petit lien pour donner votre avis. Écoutez, c'est sympa si vous le faites. Voilà. Laurent, on arrive au bout de notre présentation. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Je me suis régalé une fois de plus avec vous tous. C'est très sympa. Je te laisse le mot de la fin, Laurent.
Bah écoute, merci Augustin. Également un très bon moment. J'ai essayé de retranscrire au maximum les commentaires, questions du chat. Il y en a certainement, peut-être que je suis passé au travers de questions. N'hésitez pas, comme disait Augustin, à alimenter du coup avec les questions non posées ou celles que j'ai pas pu faire remonter, alimenter donc cet espace de manière à poursuivre, hein, faire cet after et poursuivre la conversation sur ce sujet passionnant de la communication. Merci à vous tous. À très bientôt et à bientôt pour notre prochain webinar. Vous aurez les infos par mail. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.